Chers auditeurs, bonjour. Afin de vous remercier de votre fidélité et d'animer notre communauté, nous avons décidé avec Alain Juillet d'organiser un jeu concours. Ce jeu concours va vous permettre de répondre à des questions autour de nos émissions et vous pourrez ainsi gagner un certain nombre de lots. Pour participer à ce jeu concours, je vous donne rendez-vous à la fin de notre émission où vous aurez les modalités qui s'inscriront sur un lien. Donc, une nouvelle émission. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Une nouvelle émission sur un thème très particulier, sur les ONG et leur rôle au moment des catastrophes humanitaires dans le monde. Mais nous nous sommes rendus compte ces derniers temps que finalement, ces ONG, leur participation, pouvaient avoir un rôle, bien évidemment au-delà du rôle humanitaire, un rôle diplomatique, voire géopolitique, entre différents États. Merci, effectivement. J'ai invité Bertrand Gallet aujourd'hui parce que je pense qu'il est intéressant d'évoquer, regarder à travers le prisme d'une organisation humanitaire comment ça se passe. Parce que comme vous avez pu le voir récemment, par exemple au Maroc, quand il y a eu le tremblement de terre au Maroc et tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu autour, vous avez pu remarquer que les Français ont proposé une aide qui a été refusée par le gouvernement marocain. Mais ce n'est pas le seul pays où ça se passe. Dans un certain nombre de pays, on voit que les organisations humanitaires qui peuvent rendre des services sont acceptées ou refusées. Et pourquoi ? Eh bien, quand vous regardez les déclarations des gouvernants, c'est en général, ils les expulsent ou ils les refusent parce qu'elles sont considérées comme idéologiques, c'est-à-dire venant défendre une position politique ou appuyer une position politique qui est celle de leur État ou d'une organisation internationale. Tout le monde connaît les démêlés de certaines organisations humanitaires qu'on a considérées comme inféodées à des financiers ou à des partis politiques. Alors, j'en arrive à Acted. Je pense que c'est une organisation neutre, c'est-à-dire apolitique. Et c'est très rare. Merci Bertrand Gallet d'avoir accepté de participer à cette émission avec nous. Quel est le concept qui a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui ? Alors, d'abord, merci de m'inviter. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler d'Acted. Acted est d'abord une ONG très récente, elle a 30 ans par rapport aux majors que sont MSF, MDM, Handicap International. Acted est arrivé bien après la bataille. Et aujourd'hui, Acted est entre le premier et le deuxième rang en France des ONG humanitaires en termes de budget, pas en termes de fonds propres, mais en termes de budget. Alors, cette discrétion dont vous parlez, elle a d'abord une première raison, c'est qu'Acted ne fait pas appel à l'argent du public comme MSF ou MDM se sont constitués un trésor de guerre très très important, d'énormes fonds propres que nous, on n'a pas. Nous, on est totalement soumis aux grands bailleurs internationaux, à commencer par ECHO, les Américains, les Norvégiens, et on est soumis à leurs règles. Et le fait qu'on n'ait pas cherché l'argent du public fait qu'on n'a aucune communication, on ne fait pas de fundraising, on ne fait pas de campagne de publicité. Donc, mais vous travaillez. Mais on travaille, ça, on travaille beaucoup. Et en fait, c'est une astreinte énorme de dépendre des bailleurs mondiaux, parce qu'ils ont des règles extrêmement strictes de contrôle, de redevabilité. Et Acted a été obligé, avant les autres, de prendre toutes ces questions de reporting permanent à bras-le-corps. On a créé à Acted, les premiers, on a créé un service d'audit interne, qui est un énorme service aujourd'hui. Il y a d'autre part la personnalité des deux créateurs
Marie-Pierre Calais et Frédéric Roussel, qui sont deux personnages qui prônent la discrétion dans le travail, un certain nombre de la modestie, enfin, un certain nombre de choses qui fait que c'est devenu la culture, un peu l'ADN d'Acted, presque malgré nous. Comment? Parce que, comme vous l'avez dit, vous avez été créé à un moment où il y avait déjà beaucoup d'organisations humanitaires, et vous êtes arrivé avec votre concept, vos idées. Et puis, ça a fort bien marché, puisque vous êtes aujourd'hui, on le disait, en France en particulier, par exemple, la première ou la deuxième. Hein. Il y a eu 3 phases. La première phase qu'on connaît, 1875, je crois, la création de la Croix-Rouge, qui a eu un intérêt énorme, parce qu'elle a fixé les critères de ce qu'on appelle le droit humanitaire international et les principes de base de l'humanitaire qui sont toujours en vigueur. Et la deuxième étape, c'est... Récamier et Kouchner à la fin des années 60. Et le principe, c'était la Croix-Rouge, elle souffre, elle protège, elle soigne. Nous, on va protéger, on va soigner, mais en plus, on va témoigner. C'était la grande idée d'amener les médias pour mettre en scène les scandales qui se passaient dans l'indifférence générale. Et ça a été une réussite de ce point de vue-là, parce que ça a permis de créer un énorme intérêt dans la population, et c'est comme ça que Médecins sans frontières, puis Médecins du Monde, puis AICF, etc., ont reçu énormément d'argent, de legs, et ont maintenant des fonds propres extrêmement importants. Et après est arrivée la troisième étape, et là, il y a une espèce de perversion du système. C'est un peu la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. C'est la notion de droit d'ingérence. C'est une idée qui a été portée notamment par la France, puisque Mitterrand l'a fait voter en Assemblée générale des Nations Unies. Et en fait, les États se sont emparés de l'humanitaire. Sous mandat des Nations Unies, avec 2 modalités. Soit on envoie des casques bleus, c'est le moindre mal, puisque ça permet quelquefois, souvent, de sauver des vies. Soit, ce qui est plus grave, de donner mandat à des États. Premier cas, c'était la première guerre du Golfe où on a demandé aux forces d'occupation de l'Irak, en gros l'OTAN, c'était pas l'OTAN, mais c'était beaucoup de pays de l'OTAN, de protéger les Kurdes. J'ai moi-même participé à l'évacuation des Kurdes en Iran avec Kouchner. Je me souviens, on a fait ouvrir la frontière aux Iraniens. Et après, on a fait l'interdiction aérienne sur ce qui était aujourd'hui le Kurdistan. Et comme ça a bien marché, les Nations Unies ont commencé à développer ça. Il y a eu la Somalie. Alors, on dit beaucoup de mal de la Somalie à cause de cette malheureuse photo de Bernard Kouchner. Oui, avec son sac de riz sur les épaules qui était vraiment trop médiatique. Trop médiatique, mais ça a caché le fait qu'on a sauvé des dizaines de milliers de personnes. Ça c'est sûr. Avec tout un système, c'est notre ami Franceschi qui a organisé l'évacuation des bateaux. Oui, c'est Patrice Franceschi. Avec des pirogues, etc. Un truc incroyable, pour amener le blé directement sur les plages, qui a sauvé les populations. Donc, ça marchait plutôt bien. Et puis après, il y a eu quelques catastrophes qui ont fini par donner une image très, très négative de ces opérations. Mais ce que vous disiez, si je peux me permettre, c'est... Cette histoire du droit d'ingérence, on ne va pas entamer une politique de savoir si c'est bien ou mal, mais c'est certain, comme vous le disiez, ça a été récupéré par un certain nombre d'États qui, au nom de ce qu'ils ont considéré comme leurs intérêts, qu'ils ont collé ou appliqué sur le terrain, ont dit « nous avons un droit d'ingérence pour intervenir », alors qu'en réalité, c'était pour servir des intérêts politiques du pays en question. En Afrique, moi, c'est ce que j'appelle du colonialisme, hein. Pur et dur. Hein. Absolument. On est bien d'accord. C'est pour dire qu'Acted est arrivé après cette bataille-là. Acted a été créé en Afghanistan, alors on était en plein dans non pas dans le droit d'ingérence, mais dans le cross-boarding, le sans-frontiérisme, puisqu'on entrait tous en Afghanistan clandestinement. Mais Acted a pris une toute autre voie à partir du moment où elle a décidé de ne travailler qu'avec des bailleurs officiels, donc d'accepter toutes les règles, etc. Il faut savoir qu'en France, l'humanitaire était énormément chargé idéologiquement. Régulièrement, vous avez des livres brûlots qui expliquent que l'humanitaire est mort, que c'est fini, que tout est foutu, etc. Et ça se réinvente. Et nous, on est dans cette problématique-là de réinvention permanente. Et alors, vous êtes
Mais Acted, c'est pas une, 2 ou 3 personnes, c'est pas vous, c'est pas les fondateurs, c'est toute une équipe, parce que c'est pas évident de gérer vous avez quantité d'endroits où vous intervenez actuellement. Alors, un des principes d'Acted, c'est le low cost, par exemple, le ratio entre le centre qui est à Paris et les équipes, il est incroyable. C'est-à-dire qu'on a 105 personnes à Paris pour 8000 personnes sur le terrain. Donc, très grosse déconcentration, décentralisation, notamment des budgets, etc. Donc, chaque directeur pays d'Acted doit être capable de faire tout le travail de reporting lui-même sur place. Les grands bailleurs, je pense à ECO, par exemple, à Bruxelles, n'acceptent de financer que des ONG qui ont au moins 10% de fonds propres. Alors, ah, d'accord. On doit être à 12% à l'heure actuelle. Rien par rapport à Médecins sans frontières. Par rapport à d'autres. Mais on est dans les clous. Mais vous êtes bon pour pouvoir fonctionner. Vous savez, les ONG, ça pullule, il y en a partout. Les ONG humanitaires, on en voit partout. Mais la plupart d'entre elles, c'est une ou deux, je vais être un peu méchant, mais c'est 2 personnes sans moyens qui essaient d'avoir des subventions. Et on n'est pas sûr du tout ensuite de l'utilisation de ces subventions. Alors quand même, les grands bailleurs, tout le monde s'en est rendu compte, quand même, avec le temps, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que quelques bonnes organisations qui ont des preuves, qui ont des moyens, les fameux fonds propres à un minimum 10%, et qui peuvent présenter un vrai travail, et qui sont appuyés. Parce que on a vécu une époque où on faisait du saupoudrage à des gens qui véritablement ne le méritaient pas. Je suis un peu brutal, mais je le pense vraiment. J'ai vécu ça quand je m'occupais des coopérations des collectivités locales françaises. Vous avez beaucoup d'ONG de niche dans des collectivités même petites qui ont un seul objectif, c'est une autre collectivité en Afrique ou ailleurs, et qui durent depuis des années, qui font du très très bon travail avec les moyens. Et là, c'est du direct, je dirais. Voilà, voilà. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de ménages qui ont été faits. Il y a la Cour des comptes maintenant qui regarde sur les fonds privés qui sont donnés. Voilà. Et puis, quant aux grands bailleurs, ils ont des systèmes d'audit extrêmement rigoureux. Donc maintenant, c'est même dans des pays, je pense au nord-ouest de la Syrie, où en pleine guerre avec Daesh, et les Kurdes, etc., les Turcs et tout ça, il faut qu'on fournisse tous les justificatifs de toutes les dépenses quand on gère des camps de réfugiés, quand 20, 30, 40 000 personnes, vous imaginez la difficulté, quoi. Mais alors justement, comment ça se passe ? Comment on fait les choix ? Parce que comment une organisation comme la vôtre fait ses choix ? C'est-à-dire, dit, tiens, on va aller dans tel pays. C'est au fur et à mesure des événements, de l'évolution qui se passe, des problèmes qui se créent. Comment ça se passe ? Les ouvertures de pays, c'est en fonction des catastrophes. Oui. Quand on est déjà sur place. Bon, par exemple, en Libye, on était à côté de Benghazi, on n'était pas loin la catastrophe, on était les seuls à être sur place. Et miracle, une photo terrible, d'ailleurs, où on voit le cône de destruction de la rivière, enfin de l'eau des barrages. Et juste à côté, autour, c'est intact. Il y a une coulée, il n'y a plus de maison, et autour, c'est intact. Et miracle, notre mission était juste en dehors on a eu un mort, malheureusement, qui était rentré chez lui. Au Maroc, on n'était pas déclaré. Donc, on a travaillé avec des ONG marocaines qu'on connaît bien. Voilà, on est dans 40 pays en fonction des besoins qui se créent. Et en général, on ne reste pas très très longtemps quand je ne parle pas des guerres civiles et tout ça, mais quand la catastrophe est reprise en main. Une fois que c'est repris en main par l'État. Je prends la Turquie, par exemple, on était les premiers, on est arrivés les premiers, près de Gaziantep. On a vu, les gens de chez nous ont vu le maire de Gaziantep, qui leur a dit voilà ce qu'il faut faire. Comme on a un système de financement qui est à la fois des grands bailleurs et aussi les collectivités locales françaises, on a tout de suite, avec certaines régions, mais dans les 24 heures, aller dans les supermarchés des villes à côté qui n'étaient pas abîmées et acheter des kits sanitaires à la demande des maires. Voilà. Et ensuite, quand ECO est arrivé, on avait déjà un programme à leur proposer. Et puis après, on est parti parce que le gouvernement turc est suffisamment équipé et solide pour prendre en main la reconstruction, etc. Mais il y a beaucoup de pays où on reste parce que malheureusement,
La situation ne s'arrange jamais. Hein. C'est tout le débat entre l'urgence et le développement qui est une espèce de... Vous n'êtes pas seulement dans l'urgence absolue, vous êtes aussi dans le développement, qui peut-être vous rend plus populaire que d'autres. Alors, cette coupure entre urgence et développement, c'est un truc bureaucratique. C'est-à-dire, vous prenez l'Europe, vous avez ECHO qui s'occupe de l'urgence et DEFCO qui s'occupe du développement. Comme ils ne se parlent pas d'un bureau à l'autre, ils développent chacun leur territoire. En réalité, ça ne veut plus dire grand-chose. Prenez l'Afghanistan, ça fait 40 ans qu'ils sont dans l'urgence et 40 ans qu'ils sont dans le développement. Donc, il faut tout faire en même temps. Quoi. Et puis, pareil pour le Soudan, on croyait qu'on en était sorti, ça retombe encore pire qu'avant. Si je généralise, et ça, c'est un vrai sujet dont moi, je me suis beaucoup occupé quand je travaillais sur les réseaux de collectivités internationales, c'est l'affaiblissement des États. Vous considérez aujourd'hui que 40 États dans le monde n'ont plus d'État que le nom, la capitale, les ministres, les ambassadeurs. Sortis de là, il n'y a plus d'administration. Prenez les États du Sahel, une bande de barbus venus armés par la Libye ont mis à feu et à sang Bien sûr. les pays en très peu de temps. En très peu de temps, oui. Voilà, il n'y avait pas de vraie armée en face. Voilà. Bah oui, dans des États très faibles, Voilà. Hein, un petit groupe motivé et armé peut faire des choses terribles. Donc il n'y a plus de régaliens, donc on fait ce qu'on veut. D'où le vieux discours tiers-mondiste, il faut aider les paysans à irriguer leurs terres. C'est plus ça le sujet maintenant. Le sujet, c'est les protéger, les armer intellectuellement, professionnellement. Et... Alors nous, on a développé tout un concept, et j'ai participé à ce développement parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur les collectivités territoriales. C'est le fameux agir local, penser global. Nous, on l'inverse. On agit. On pense qu'il faut d'abord travailler sur un territoire. Et sans s'occuper de l'administration centrale, sans s'occuper de l'État, sans s'occuper de la grande géopolitique, et de faire au mieux sur ce territoire. Je prends l'exemple de l'Afghanistan, on y est depuis très longtemps. En Afghanistan, on a quand même un budget de 50 millions de dollars, ce qui n'est pas neutre, et on fait travailler 2000 personnes en Afghanistan, même avec les talibans. Comment vous arrivez à rester, alors que tout le monde s'en va, vous arrivez à rester? Quelles sont les relations avec le pouvoir? Est-ce que les gens au pouvoir, en définitive, ils vous trouvent très bien? Est-ce qu'ils vous supportent ou est-ce qu'ils vous subissent? On est là depuis très longtemps. Les gens nous connaissent, les paysans nous connaissent, les petites villes nous connaissent, ils savent ce qu'on fait, etc. Ils savent qu'on a passé à travers tous les épisodes terribles de l'Afghanistan et qu'on est toujours là. Vis-à-vis des talibans, on est sur une espèce de... C'est très fragile. On a à peu près 25% de femmes qui travaillent pour nous. Quand je parle de 2000 personnes, c'est des Afghans. Il n'y a quasiment pas d'expatriés. On a des femmes, on les protège évidemment. À Kaboul, elles sont plutôt en télétravail. En dehors de Kaboul, dans les zones, on négocie au coup par coup avec les gouverneurs locaux qui ne sont pas totalement stupides et qui voient parfaitement. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de la petite enfance, il faut bien que, comme les hommes n'ont pas le droit de soigner les femmes, il faut bien qu'il y ait des femmes qui s'en occupent. Donc il y a une espèce de tolérance qui n'est pas à l'abri d'un revirement du fameux gourou de Kandahar qui a des visions et qui lance des fatwas un peu délirantes à 3h du matin. Et puis on a une autre carte aussi en Afghanistan, c'est qu'avec la Fondation Aga Khan, on est les seuls qui fassent de la microfinance. Ah, et ça aide beaucoup les gens. Et ça aide beaucoup les agriculteurs, etc. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est que la microfinance, je pense que tout le monde connaît le concept de la microfinance, mais enfin, par sécurité, je préfère vous rappeler que c'est, vous savez, quand les banques ne prêtent pas, les banquiers ne veulent pas prêter parce que la personne qui est en face ne présente pas toutes les garanties voulues ou n'a pas les moyens suffisants, il a été inventé un concept, en définitive, pour aider les gens à obtenir les moyens dont ils ont besoin, alors qu'ils ne peuvent pas apporter toutes les garanties nécessaires. Mais on s'est aperçu que ça marche, parce que les gens tiennent leurs engagements. C'est quelque chose qui est très très important dans les pays pauvres. Et puis il n'y a pas bien entendu.
En Afghanistan, il n'y a plus de banques. Donc, on est les Exactement. seuls, Alors là, c'est... avec la Fondation Aga Khan, à fournir. Et ça, on le fait avec l'accord des talibans qui savent très bien que c'est une nécessité absolue pour les campagnes afghanes. Donc, pour le moment, on est là, on reste, on est très prudent. Alors, contrairement à une idée reçue, les talibans administrent le pays. Si vous voulez, ils ont fait de la lutte anticorruption un de leurs chevaux de bataille à juste titre, parce que avec Karzai, ça avait pris un tour industriel. On n'a jamais vu une corruption pareille dans aucun pays au monde. Je veux dire, et les Américains en ont profité aussi. C'était une machine. Ah non, mais ça, c'est une autre histoire, comme dirait Kipling. Mais c'est vrai que il y a eu, quand on parle de corruption dans un certain nombre de pays, l'Afghanistan avait pulvérisé tous les accords. Et les Américains étaient au milieu. Hein, il faut bien la vérité. Ils montaient des coups avec les Américains. Exactement. Mais un jour, ça sortira. Enfin, donc, si vous voulez, les talibans arrivant là-dessus, d'abord, ils amenaient la paix. Ça fait 40 ans que c'était en guerre. Ils appliquaient la loi. Alors, c'est pas détendre, mais ils l'appliquaient. Et surtout, ils ont vraiment verrouillé toutes les possibilités de corruption. Et l'Afghanistan redevient un pays normal, la monnaie tient, alors il y a d'autres pays derrière, il y a les Qataris, etc., tout ça on sait, mais grosso modo, la situation est objectivement bien meilleure qu'avant, où elle était catastrophique. Ce que vous expliquez, là on voit votre rôle dans la partie développement, là vous contribuez en définitive au développement pour des populations qui n'ont pas de moyens, qui n'ont aucun moyen. Bien sûr. Si vous voulez l'humanitaire pure d'urgence, ça fait plus que 50% des dépenses d'Acted. Tout le reste maintenant, c'est la formation... la promotion des femmes, on aide beaucoup les petites collectivités locales, on travaille avec toutes les ONG, tout le monde. Et tout le monde a les mêmes inquiétudes. L'avance qu'on a prise en termes de rigueur, de redevabilité, etc., tout le monde l'a rattrapé aujourd'hui. C'est devenu, en plus, l'argent public se fait rare. Nous, on remet au cœur de deux choses au cœur de ce qui doit être l'avenir, l'urgence dans tous les sens du terme, y compris l'urgence climatique. On est à 90 millions de déplacés dans le monde. Une part de plus en plus importante de déplacés climatiques. Donc ça devient un problème massif. Alors on n'a pas de réponse globale et c'est pas à nous de la donner, mais là où on est, c'est-à-dire toujours au niveau des territoires où on est, expérimenter un maximum de solutions, de sobriété, etc., et l'élargir à tous les endroits où on se trouve quand on a des réussites. Vous êtes des praticiens, vous êtes des hommes, des gens de terrain. Donc effectivement, vous constatez, vous pouvez travailler dans la réalité, alors que c'est vrai que dans ces grands colloques, ces grands congrès, il y a des grandes idées qui sont exprimées, mais elles sont souvent très éloignées de la réalité pratique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le problème de l'eau au Moyen-Orient, il y avait en moyenne un colloque par mois, pendant des années, à Dubaï, à Beyrouth, un peu partout. Et ça n'a rien il y avait résolu. Des professionnels de ces colloques qui tournaient comme exactement. Ça, d'un Hilton à l'autre. Il n'y a aucun résultat derrière, en plus, ou pratiquement. Très peu de résultats. Très peu de résultats, quand on voit... Mais beaucoup de discours. Quand vous avez un staff de 105 personnes au siège, on ne peut pas perdre de temps à les envoyer dans des commissions au Quai d'Orsay ou ailleurs, ou à l'UNESCO. On n'a vraiment pas les moyens humains de le faire. Vous êtes très implanté donc localement dans tous ces pays, et vous venez de dire on n'a pas le temps de s'occuper de l'UNESCO, de Quai d'Orsay. Vous n'avez pas une obligation à avoir un discours un peu diplomatique ou en amont travailler avec toutes ces organisations diplomatiques? Oui, on laisse le travail aux autres, mais c'est pas... Il y a peut-être nécessité pour avoir des autorisations d'aller dans des pays Bien sûr. Non, mais je dis pas que c'est le modèle idéal, hein. Je suis le premier à critiquer certaines postures, mais on a quand même un point qu'il faut noter qui fait que on a quasiment, à part de l'argent du centre de crise, on n'a quasiment aucun financement français à Acted. Aucun. Avec l'AFD, c'est pas le grand frisson, c'est pas le grand amour, donc voilà, mais c'est pas le sujet. Ce qui fait qu'on est peu concerné par tous les débats franco-français. On a des rapports de polis et courtois avec les ambassades des pays dans lesquels on travaille, les ambassades de France là où on travaille, mais on n'attend pas grand-chose d'elles. On est suffisamment indépendant. Voilà. Je prends un exemple du Mali, par exemple. Le Mali a
a expulsé toutes les ONG qui avaient des financements français. Et vous n'êtes pas touché. Vous n'êtes pas touché. C'est-à-dire qu'on a été punis en France, mais ça nous a permis de rester au Mali, quoi. Donc, bon, je dis qu'on est punis en France, j'exagère, parce qu'avec le centre de crise, on a du Quai d'Orsay, on a d'excellents rapports et de plus en plus de financement. Et puis l'AFD, c'est quand même malgré tout le développement, et nous on n'est pas dans le développement, donc ceci explique cela aussi, quoi. Oui, mais l'AFD c'est pas une critique de l'AFD, mais enfin l'AFD est de plus en plus critiquée dans les pays où elle travaille, en disant qu'elle impose des solutions qui sont les siennes, hein, alors que les pays voudraient un développement qui soit le leur. Une question qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est, vous avez des pays qui viennent vous voir en vous disant « venez chez nous », ou alors c'est vous qui, à chaque fois, identifiez les zones, les pays où il faut faire quelque chose? Ça, c'est Médecins sans frontières qui peut faire ça, parce qu'ils ont des fonds propres, ce qui leur a permis, par exemple, de lever le lièvre Ebola, et ils ont été extraordinaires pour ça, parce que je pense que c'est l'OMS qui ne voulait pas en entendre parler, donc ils ont vraiment... ils l'ont fait sur fonds propres. Nous, on ne peut pas. Nous, on va que lorsqu'on a un budget d'un bailleur, quoi. C'est ça. Alors, évidemment, ça peut être... C'est très souvent, ça passe par le gouvernement qui sollicite l'Union européenne ou les fonds américains ou autres, et qui ensuite... à ce moment-là, comme vous avez les fonds, vous pouvez y aller. Quand vous êtes dans un pays, vous discutez avec l'État, avec les autorités pour expliquer ou voir ce que vous voulez faire ou ce que vous pouvez faire, ou alors, ça se passe avec vos initiatives. C'est ce que vous disiez tout à l'heure dans votre introduction, c'est le vrai sujet. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a une batterie d'autorisation. C'est un des problèmes qui vont se poser dans les mois et les années qui viennent, c'est la question de la montée de la souveraineté. Oui. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Tout ça est parti en fait de Poutine. En fait, Poutine a considéré que les ONG étrangères ou même les ONG russes financées par l'étranger n'étaient pas c'était des agents de. Bon, il vient pas du KGB pour rien, hein. Et c'est joyeusement repris aujourd'hui par beaucoup de pays en Afrique. Je suis pas totalement choqué par ça. Il y a eu des moments où la présence américaine en France, sous forme etc., pouvait choquer. Donc, c'est un problème de souveraineté. La question, c'est que... Si je peux me permettre, le plan Marshall après la guerre, c'était un plan humanitaire, puisque la France était dans un état terrible. Les gens vivaient avec des tickets de rationnement à l'époque. Bon, le plan Marshall relançait l'économie, donc c'était une aide humanitaire, en définitive, et sociale. Bon, on sait très bien, et puis on le voit maintenant avec tout ce qui sort, que c'était quand même très planifié pour mettre la main sur le pays. Hein, d'une part, et puis d'autre part, pour que la France soit dans bascule pas dans le camp communiste. Exactement. Cette poussée de souverainisme, c'est d'abord que ça nourrit pas les populations. Hein. Il suffit pas de prendre le Niger, par exemple. Le Niger est en train de mourir sur pied, parce que le blocus de la CEDEAO est réel. Est terrible, oui. Il n'y a plus un sou dans les caisses, les fonctionnaires ne sont plus payés, au Mali aussi, et c'est pas problème, personne ne va payer à la place de la France. Donc ils sont dans une espèce d'orgueil de la liberté retrouvée, mais bon. Donc ils sont suffisamment réalistes pour se dire qu'au moins l'argent des bailleurs multilatéraux via les ONG, on va quand même pas en plus. Voilà, donc ça tempère pas mal. Pour le moment, vous citiez le cas du Maroc, l'humanitaire comme moyen de savoir montrer qui sont nos amis, qui sont nos ennemis, c'était bien joué là. C'était bien joué. On a cherché les Anglais en plus. Ah oui, ça a été très clair. Ça a été un langage diplomatique, on dirait. Donc il y a cette question de la souveraineté qui remonte, c'est-à-dire la période un peu floue de l'après-chute du mur de Berlin, où on faisait tout passer au Conseil de sécurité, c'est terminé. Maintenant, les vétos sont revenus, etc. Et puis, il y a les autres questions, c'est la poussée de plus en plus forte de tout ce qui est la redevabilité, le contrôle, pas seulement sur l'argent qu'on donne, mais aussi sur les comportements, sur le harcèlement sexuel, sur toutes ces choses-là. Ça devient des vrais sujets qui sont des sujets réels. En plus, c'est pas des inventions de journalistes.
Et tout ça fait que les gens qui travaillent dans les ONG, je ne parle pas que d'Actel, je parle dans toutes les ONG, passent leur temps à remplir des documents, à faire des commissions d'enquête, etc., etc. Et alors, ce qui est nouveau par rapport à avant, c'est que maintenant, vous avez Internet. Oui, ça aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas content dans un camp de réfugiés parce qu'il n'a pas eu sa ration, il envoie un truc. Le lendemain, on le sait, partout. Et nous, on reçoit maintenant 110 000 mails par an. Alors, la majorité, c'est pour nous remercier ou pour demander des trucs concrets, mais beaucoup pour dire mon voisin a eu ça par mois, c'est un scandale, on va vous dénoncer à la Cour pénale internationale, je sais pas quoi. On reçoit de plus en plus de choses et on n'est pas les seuls, tout le monde en est là. Et c'est une croissance géométrique. Donc, à un moment, comment on va pouvoir gérer tout ça en direct? Voilà. Il y a cette question-là qui se pose. Il y a la question du poids de plus en plus lourd des Nations Unies, qui cherchent, notamment les agences, qui cherchent toujours à la fois de l'argent et des raisons d'exister. Je suis un peu cruel, mais bon, et comme il y a beaucoup d'argent dans l'humanitaire, qui vient des États ou de l'Union européenne, par exemple, ECHO, maintenant, il y a beaucoup d'argent d'ECHO qui va directement au HCR ou à OCHA, à des grandes agences des UN, voilà, et qui sont perdus pour les ONG. Et qui ont maintenant créé ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire une gestion globale d'un pays en cas de catastrophe, présidée évidemment par une agence des Nations Unies, où toutes les ONG doivent travailler aux ordres. Ce qui leur permet de reprendre tout et les mettre aux ordres. De les mettre aux ordres et puis de piquer l'argent au passage. Ah ben bien sûr. Alors il y a des clusters qui marchent très bien, d'autres qui sont scandaleux. Ils sont tous de langue anglaise. Donc vous voyez en Afrique ou en Haïti, ça exclut de fait les gens du pays, notamment les maires. Et donc voilà, il y a cette énorme pression aujourd'hui des Nations Unies qui voudraient prendre le lead sur la question de l'humanitaire. Et puis, il y a le problème des GAFA. Alors, des GAFAM, alors je ne sais pas si c'est un fantasme, mais aujourd'hui, la majorité, beaucoup d'Africains, je crois qu'il y a 1 milliard de personnes dans le monde, qui ont toutes leurs banques sur leur téléphone. C'est une idée de la Banque mondiale. On pourrait simplement donner, en cas de catastrophe, je ne sais pas quoi, 500 € ou 500 $ à tout le monde, même aux riches, etc., par un clic de téléphone, et ça serait plus simple que de financer 350 ONG, etc. Voilà. On a parlé de l'univers des ONG, on va dire, côté occidental. Est-ce que vous sentez, vous avez vu monter en puissance des ONG de pays émergents? Je pense à la Chine en particulier, qui, sur le plan diplomatique, peut peut-être utiliser aussi ce genre d'ONG dans les pays où elle veut s'implanter d'une façon ou d'une autre. Vous avez maintenant les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, qui viennent sur le marché de l'humanitaire. Destination, évidemment, des pays musulmans, en fonction des frères musulmans pour le Qatar, les wahhabites pour les saoudiens. Mais ça commence à devenir important, mais c'est plutôt du développement. Ils avaient construit des mosquées, des hôpitaux, des écoles, avec une finalité religieuse extrêmement forte. Ils sont ni les premiers ni les inventeurs de ça. Une des plus grosses ONG humanitaires du monde, World Vision, c'est des évangélistes. Oui, c'est ça, j'allais dire, il y a tout le monde. Et vous avez Caritas aussi, qui est aussi la 3e ONG au monde. C'est les catholiques du Vatican. La présence religieuse est très forte dans les ONG. Bon, merci pour toutes ces explications, je pense très utiles, parce que ça donne une vision de l'humanitaire à travers l'action d'Acted qui est très, très complète en définitive, et très complexe aussi d'ailleurs. Je pense que ça vous permet de bien comprendre en définitive ce que c'est qu'une organisation humanitaire. Alors on en prend une qui est emblématique, et de voir un peu comment elle fonctionne, comment elle travaille, mais également on voit aussi toutes les imbrications, et ça a été évoqué, sur le plan de la géopolitique, pas forcément pour Acted, mais par contre pour beaucoup d'autres autour. On voit les influences des uns et des autres, et on se rend compte en définitive qu'on ne peut plus aujourd'hui ne pas tenir compte du rôle des ONG, qui est devenu essentiel dans beaucoup de domaines, et vous l'avez évoqué, pour les populations locales, mais également dans cette image, dans cette évolution qui se fait aujourd'hui, où chacun essaie de placer ses pions au niveau international, en vue de favoriser, je dirais, son camp. Et dans ce cadre-là, malgré tout, il y en a quelques-unes, comme Acted, qui continuent à faire un jeu neutre
Et c'est d'autant plus méritant, mais c'est d'autant plus encourageant également. Donc merci d'être venu pour échanger avec nous sur votre belle organisation. Bravo pour toutes ces actions que vous menez dans le monde entier et localement. C'est, je crois, tout l'intérêt des ONG. Et j'espère qu'effectivement cette émission vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les émissions sur YouTube à partir de 17h tous les vendredis. À très bientôt sur Openbox TV. Merci. Au revoir. Pour participer à ce jeu concours, vous pouvez cliquer sur ce lien qui apparaît à l'écran. Vous verrez les modalités pour participer à ce jeu. Je vous souhaite bonne chance et les gagnants seront tirés au sort à la fin de chaque mois et vous serez informés, bien évidemment, si vous avez gagné les différents lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt.